là, on va voir un petit peu comment effectivement on peut exploiter, je vais dire, ces intelligences artificielles, puisqu'il y en a plusieurs, et on va revenir sur ces sujets avec nos invités au cœur des investigations numériques. On le voit, cette révolution numérique qui bouleverse évidemment notre quotidien et celui des enquêteurs en particulier. On va essayer de comprendre un petit peu comment tout cela s'opère dans vos quotidiens respectifs, avec notamment ce volume de données gigantesques qui ne cesse de s'accroître. Et donc là, effectivement, on voit bien tout de suite l'un des intérêts premiers de l'intelligence artificielle. Mais on va essayer d'élargir un petit peu ce scope et comprendre comment quotidiennement cela peut vous aider. C'est évidemment un cadre important. Il y a la collecte, il y a l'indexation, on va y revenir, et puis l'analyse de ces données. Donc un spectre qui est assez large, mais ça implique aussi, quelque part, de prendre en compte ces différents changements, parce que ça vient bouleverser le monde de l'enquête, et donc des adaptations qui vont être nécessaires. Comment est-ce que les enquêteurs que vous êtes finalement adressent ces sujets, ou comment est-ce que vous accompagnez les enquêteurs dans leur quotidien, avec notamment les solutions que vous mettez à leur disposition? Alors on va revenir sur des enjeux évidemment de sécurité, des enjeux également juridiques. On est au cœur évidemment des réglementations, notamment européennes. On en parlera avec vous. Et puis, bien entendu, de l'éthique, puisque c'est aussi un des piliers, un des sujets clés que vous adressez. On va donc avoir un petit temps d'échange, et puis ensuite on vous invitera bien sûr à poser des questions, donc n'hésitez pas à vous manifester. Le but est effectivement qu'on ait aussi un échange qui soit interactif, qu'on puisse répondre à vos questions, vos interrogations. À mes côtés, donc nos invités, Vincent Roy, donc Security Advisor chez Splunk, merci. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également le plaisir d'accueillir Adrien Merveille. Adrien, merci d'être également avec nous. Donc, je rappelle, vous êtes directeur technique France donc de Checkpoint. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Nous avons également le plaisir d'avoir Julien Bouzon. Julien, merci d'être également à nos côtés, expert investigation numérique légale du groupe La Poste. Nous avons le plaisir également d'accueillir le docteur Nizar Toulemat. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc directeur programme sécurité et défense au sein du CEA, et vous êtes également le coordonnateur du programme Starlight au niveau européen. On reviendra sur ce programme ensemble. Et puis nous avons également le plaisir d'avoir Ewen Quazel. Merci Ewen d'avoir accepté notre invitation. Et vous êtes Digital Forensic Examiner au sein d'Europol. Europol présent depuis ce début de InCyber, et on a eu le plaisir d'avoir plusieurs experts qui nous ont présenté les travaux, les avancées qui sont aussi importantes à mettre en lumière contre la lutte contre la cybercriminalité. Première question, Ewen, on démarre avec vous, si vous en êtes d'accord, sur ce quotidien des enquêteurs au cœur de l'investigation numérique. Quelles sont les utilisations que vous faites de l'intelligence artificielle ? Bonjour à tous et bienvenue. Comme vous l'avez très bien mentionné, en fait, on fait face aujourd'hui à une explosion de la quantité de données à tous les niveaux. Et dans le cas des investigations, il n'y a pas d'exception à ce niveau-là. Si on se retrouve dans le cas d'une investigation, même si on parle d'une seule personne, je pense qu'il y a encore une dizaine d'années, on pouvait se limiter à l'analyse et au traitement de peut-être quelques gigas de données. Aujourd'hui, quand on parle de grands groupes criminels, on arrive assez facilement à des pétabytes de données. Et donc là, le traitement manuel de ces données devient complètement impossible. Et en fait, l'intelligence artificielle, dans notre cas, il ne faut pas vraiment la voir comme je dirais pas comme une solution, mais vraiment comme un outil. Il faut être capable de l'utiliser de manière intelligente et surtout comme un facilitateur. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va être ici pour commencer à faire un premier filtre de la donnée, à venir éliminer le plus possible toutes ces données qui ne sont pas pertinentes pour l'investigation, afin de réduire au maximum cette quantité de données, et pourquoi pas venir déjà apporter une première classification, un premier traitement, pour faciliter le travail ensuite du spécialiste, qui lui, du coup, va avoir beaucoup plus de temps pour vraiment appliquer sa spécialité et pour faire le traitement en profondeur de ces données-là. Si l'analyste devait lui-même faire le premier traitement des données, on aurait une perte de temps qui est assez sèche, alors que vraiment l'outil AI à ce niveau-là va être d'une grande utilité. J'en vois aussi plus particulièrement dans mon domaine. Donc moi, ma spécialité, c'est le traitement des données qui sont chiffrées. Je me retrouve avec cette même quantité de données faramineuses. Et en fait, je vais surtout moi utiliser dans ce cas-là les côtés de traitement automatisé du langage.
parce qu'on se retrouve avec énormément de quantités de données qui sont en plus pas forcément dans les langues que je connais. J'ai la chance d'en pratiquer 3, mais en Europe, on a la chance d'en avoir beaucoup plus. Et si je me retrouve face à un document en allemand, par exemple, je ne vais pas avoir la capacité de comprendre si ce document va être pertinent ou non pour mon investigation. Et je vais pouvoir utiliser, dans ce cas-là, l'intelligence artificielle pour me faciliter une première traduction, pour comprendre si le document est intéressant pour moi ou non, le filtrer ou l'utiliser. Et si je vois que c'est un document qui est crucial, alors je vais pouvoir essayer de trouver parmi mes collègues quelqu'un qui va pouvoir m'expliquer réellement le document si j'en ai besoin. Je ne me baserai jamais à 100% sur une traduction automatisée parce que je ne sais pas si vous utilisez ce genre d'outils. On a parfois des traductions qui sont un petit peu aléatoires. Mais en tout cas, moi, ça me permet d'avoir très rapidement un premier filtre, à savoir si c'est pertinent ou non. Et enfin, un dernier élément, si j'ai encore le temps, j'utilise aussi le traitement automatisé du langage dans mon analyse de mots de passe. C'est l'une de mes spécialités. J'essaye de retrouver les mots de passe des criminels pour accéder aux données en clair. Et en fait, le traitement automatisé du langage pourrait me permettre de comprendre quelle est la grammaire qui a été utilisée par le criminel. Donc quand je parle de grammaire, je parle évidemment pas de la grammaire du langage, mais on peut voir le mot de passe comme un langage qui est propre à lui-même. Et jusqu'à présent, on utilisait des analyses qui étaient statistiques pour pouvoir faire nos approches de retrouver les mots de passe. Et en fait, l'intelligence artificielle va pouvoir amener vraiment cette approche statistique à un tout autre niveau. Et comme vous pouvez le voir sur de la traduction automatisée de texte, vous pourriez avoir de la génération de mots de passe qui est en relation avec des mots de passe connus d'un criminel, qui nous permet de nous faciliter aussi la tâche. Encore une fois, l'intelligence artificielle ici ne sera pas une solution, car c'est à moi de la comprendre pour l'éduquer et l'utiliser au mieux. Mais c'est quelque chose qui change totalement les investigations et qui augmente nos chances de succès. Donc un outil qui est au service et en appui, en soutien aux forces de sécurité, donc aux forces enquêtrices dont nous parlons actuellement. Et évidemment, le discernement et les compétences de l'humain sont au cœur de la solution finale. Et c'est finalement ce que l'on évoque depuis le début de ce FIC, où on parle beaucoup de technologie, mais systématiquement, c'est bien l'humain qui revient comme l'une des pièces maîtresses dans ce jeu qui s'opère. Julien, un mot. Alors, on va peut-être revenir juste après sur les cas d'usage. En complément, il y a évidemment des similitudes avec ce qu'évoquait Ewen. Peut-être revenir sur les piliers qui drivent votre approche de cette investigation numérique. On parle de l'égalité, évidemment. Il y a aussi le sujet de la faisabilité technique, évidemment de la sécurité, et puis un point éthique. Oui, merci. Justement, par rapport à ce que vous avez dit qui est super intéressant, c'est que justement, je suis l'enquêteur ou l'analyste qui va se retrouver à analyser les données à la fin. Donc ce que j'essaye de faire avec les nouvelles technologies, et l'IA c'est pareil, c'est d'avoir un espèce de guide pour savoir si je suis dans le bon chemin, parce que c'est facile de se perdre. Donc j'essaye toujours d'envisager les investigations sous l'aspect légal, éthique, technique, et au niveau de la sécurité. Et pour rajouter au débat, on peut rajouter l'humain aussi là-dedans. Donc sur l'aspect technique, un des points importants, et à mon avis qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que il faut vraiment tester ces outils d'IA, il faut les confronter à des mises en situation réelles afin de s'assurer de leur efficacité. On ne peut pas se permettre de juste faire de la théorie, il faut essayer de déterminer si on a un réel gain. Alors ça peut être un gain de qualité, un gain de temps, un gain de traitement de volume, voire même parfois des gains de réduction de la pénibilité. Alors je ne veux pas comparer ça à la pénibilité physique, mais dans les investigations numériques, il y a parfois des tâches qui sont extrêmement lourdes à mener. Dans ce processus, l'enquêteur a un rôle très important puisqu'il est un petit peu en bout de chaîne, il va aussi agir comme garde-fou et il doit pouvoir avoir un regard critique sur les résultats pour pouvoir peut-être s'apercevoir d'erreurs qui pourraient être commises.
Donc, il y a un besoin de compétences en socle de base sur l'IA qui est vraiment important. Donc, il faut que l'enquêteur soit en capacité de connaître la limite des outils, éventuellement évaluer les erreurs, avoir conscience aussi des biais qui peuvent être inhérents aux algorithmes. Donc, on a vraiment un besoin de formation. C'est indéniable. Sur l'aspect sécurité, en fait, l'IA, elle va venir en surcouche d'un écosystème déjà existant qui gère de la donnée sensible, donc on peut penser au cycle du renseignement par exemple, mais aussi la préservation de la preuve numérique. Et dans ce contexte-là, on a des enjeux qui sont extrêmement forts, donc en termes de confidentialité, intégrité, authenticité, traçabilité, voire même d'admissibilité des preuves en justice. Donc on se doit d'être irréprochable. Alors on a plusieurs chantiers à mettre en place certainement. Par exemple, pour la traçabilité, il faut qu'on travaille autour de la transparence en fait de ces systèmes-là. Alors, est-ce qu'on va utiliser des outils open source? Est-ce qu'on va faire de l'audit de code? Bon, il y a plein de possibilités. Et puis sur l'aspect confidentialité, il faut vraiment qu'on se pose la question où est-ce qu'on va stocker ces données, où est-ce qu'on va réaliser les traitements. Ça rejoint clairement les questions du cloud. Voilà, donc là on parle beaucoup en ce moment de stockage local. C'est vrai que ça me semble important dans un premier temps de stocker et d'effectuer des opérations sur une infrastructure qu'on maîtrise. Alors, on va revenir sur un certain nombre de points que vous avez évoqués un petit peu plus tard aussi avec nos invités. Est-ce que vous avez un ou deux cas d'usage à nous partager sur effectivement comment est-ce que vous percevez des aspects très concrets de l'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle dans vos investigations numériques ? Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de cas d'usage, mais justement, les tests permettent de voir que certains fonctionnent et d'autres pas du tout. Le premier qui est vraiment le plus simple, c'est en fait dans l'investigation numérique, on programme souvent, on développe des scripts pour répondre à des besoins ponctuels. Clairement, l'IA générative a tout à fait le niveau pour faire ça. Il n'y a pas d'enjeu de sécurité si on le fait localement. Donc ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, dans tout ce qui est interaction homme-machine, on a des choses assez intéressantes à faire. Alors, je pense notamment à la transcription automatisée. Donc là, il y a un certain nombre d'enjeux, notamment chez les forces de l'ordre. La reconnaissance vocale, c'est intéressant aussi. Donc, par exemple, dernièrement, j'ai traité un cas de fraude qui impliquait de passer beaucoup de temps sur la lecture d'images. Donc j'avais 6000 images à analyser et à retranscrire les informations intéressantes dans un tableur. Et en fait, si j'avais dû le faire manuellement, ça m'aurait pris 5 jours. J'avais mesuré le temps que ça allait me prendre. Là, on peut penser à des technologies comme l'OCR, la reconnaissance de caractère, mais ça ne fonctionnait pas. À cause du format des images. Et en fait, avec la reconnaissance vocale, au lieu de faire ce travail au clavier, je l'ai fait à la voix, en mettant en place un protocole, et ça a très bien marché, en fait. Il y a quelques réglages à faire, et du coup, je suis passé de 5 jours à 1 jour. Donc on voit là un cas d'utilisation de l'IA, légale, voilà. Et après, on a aussi, peut-être pour terminer, le domaine de la gestion des connaissances, qui est assez intéressant. La gestion des connaissances, c'est comment les individus et les entreprises formalisent ce qu'elles savent sur un sujet. Et une fois qu'elles l'ont fait, alors c'est pas toujours le cas, eh bien avec l'IA, on peut actionner ces connaissances, soit en créant ce qu'on appelle un RAG, c'est-à-dire un système d'IA qui va pouvoir puiser dans ces connaissances-là pour faire de nouvelles propositions, ou alors le sens inverse, c'est que on va fine-tuner une IA avec ces informations-là et on va créer une IA qui est experte entre guillemets sur un sujet. Merci beaucoup, Julien. Alors peut-être Vincent, un mot sur les solutions, notamment que vous mettez à disposition des forces de l'ordre, des forces de sécurité, des enquêteurs. En quoi ces solutions intègrent l'intelligence artificielle et surtout à quel niveau cela va représenter un game changer finalement pour la réalisation de la mission finale de l'enquêteur? Donc d'abord, il faut que j'explique un petit peu. Chez Splunk, on met à disposition une plateforme de données. Les données qu'on récupère, qu'on manipule, ça va être beaucoup des données qu'on appelle non structurées ou semi-structurées. Donc des logs, par exemple des bornages de téléphones GSM, des choses comme ça, qui ne sont pas du texte humain, mais qui sont des données qui ne sont pas dans un format comme une base de données. Et donc il va y avoir une première étape qui consiste à les récupérer, les comprendre, les classer et les mettre à disposition d'algorithmes d'intelligence artificielle. Une question sur ce que vous évoquez. Comment est-ce que vous les récupérez, ces données? Elles viennent d'où?
Alors, on a deux grandes familles. On peut les récupérer sur les familles de ce que j'appelle les images mortes. Donc, typiquement, un disque dur dans un crime, on récupère une machine. On extrait les données d'un disque dur, ça va être une image morte. Ensuite, on l'injecte dans la plateforme de données. Et puis, la deuxième catégorie, ça va être les images vivantes. Et j'inclus là-dedans aussi tout ce qui est autour des problématiques de log. Et là, on va se connecter en temps réel à des systèmes pour descendre de l'information. Et donc on se rend compte que de plus en plus aujourd'hui, on a besoin de ces deux types de données et de les croiser et de les enrichir pour être capable de donner ça à des algos d'intelligence artificielle qui vont être capables de digérer ces gros volumes dont on a beaucoup parlé dans le début de cette conférence. Et donc ça va permettre de ramener des signaux faibles et derrière à demander à des êtres humains de ne regarder qu'une fraction de ce qu'ils auraient dû faire manuellement autrement. Donc c'est vraiment le fonctionnement de Splunk, récupération des données, on va dire, non structurées, et puis ce parsing, et évidemment aussi grosse volumétrie de données. On a pour clients aux US toutes les grandes fortunes de la tech avec des volumétries de données de plusieurs pétas chaque jour. Et donc c'est aussi cette capacité de scaler à l'infini sur les volumétries de données. Donc là, finalement, c'est leur permettre de se focaliser sur ce qui paraît le plus pertinent, finalement, de ce que vous extrayez des données poussées par l'IA. Exactement. Donc cette plateforme de données, elle va avoir aussi une partie intéressante, c'est la visualisation, parce que l'être humain s'appuie beaucoup sur l'œil et la visualisation. Donc on va faire dans le parsing, on va enrichir ces données et les visualiser. Et ensuite, un des savoir-faire, c'est aussi ce que j'ai entendu tout à l'heure, ça va être de proposer, en fonction des cas d'usage de ce qu'on cherche à faire, de proposer des algos d'intelligence artificielle qui se prêtent bien à ce type de manip. Et donc derrière, il y a une sorte de boîte à outils qu'on va utiliser et que les enquêteurs vont pouvoir déclencher. Et ensuite, ça va permettre d'avancer sur l'investigation. Donc là, finalement, c'est presque du sur-mesure dans ce que vous Exactement. évoquez. La majorité de ce qu'on fait, c'est du sur-mesure. Alors, Adrien, un complément sur ce qu'on évoquait. Alors, évidemment, ce volume de données, je vous ai vu acquiescer à plusieurs reprises parce qu'effectivement, c'est un des enjeux majeurs que vous essayez finalement tous, chacun dans votre niveau de responsabilité, d'adresser et de pouvoir prendre en compte pour, in fine, aboutir à plus d'efficacité dans la lutte contre la cybercriminalité. C'est bien ce qui nous réunit. Aujourd'hui, comment est-ce que vous adressez cette dimension grâce à l'intelligence artificielle et notamment pluguée à l'XDR ? Oui, alors tout à fait. Pour nous, en tant qu'éditeur de logiciels de cybersécurité, une investigation va tourner autour d'un incident de cybersécurité. Donc l'intelligence artificielle, on l'utilise de différentes manières aujourd'hui. Et dans les différents cas, ça va être avant tout un outil qu'on fournit pour améliorer l'efficacité d'un système informatique de n'importe quelle société. Et donc on va le retrouver à différents niveaux. Le premier niveau, ça va être dans la reconnaissance de comportements ou de codes malveillants. Donc on utilise dans nos solutions qui vont couvrir différents vecteurs d'attaque. On va parler d'attaques qui vont passer au travers de smartphones, on va parler d'attaques qui vont passer par la messagerie, par le réseau. Eh bien, il faut qu'on ait des solutions qui vont reconnaître les comportements malicieux. Et depuis de nombreuses années, on utilise déjà des moteurs d'intelligence artificielle. Donc si on rentre dans le détail, ça a été d'abord du machine learning. On est maintenant sur des technologies de deep learning qui vont plus loin avec plus de volume de données, parce que ces moteurs-là sont très performants dans la reconnaissance d'un malware et surtout dans la similitude qu'on va retrouver d'un malware à l'autre. Parce qu'on parle de 0D, de nouveaux malwares, eh bien on peut utiliser une représentation comme un brin d'ADN parce que certains malwares vont utiliser un petit morceau de code d'un autre malware et donc très rapidement on va être capable de reconnaître un code malveillant alors qu'on ne l'a jamais vu avant. Et ça, c'est grâce à des moteurs d'intelligence artificielle qu'on le fait. Donc déjà, au travers de ça, on est capable de bloquer certaines menaces. Donc on va réduire un petit peu le bruit de fond et le volume de données qui viennent de tout l'écosystème de cybersécurité. Et après, on va avoir un autre usage qui est des outils qui vont exploiter justement ces données. Je pense qu'on va retrouver aussi un petit peu de SIEM. Nous, on va parler d'XDR. L'idée, c'est de dire, voilà, il y a du potentiellement malveillant qui vient du réseau, qui vient du smartphone. Comment on répond à ça et comment on aide une personne d'un SOC ou d'une entreprise, tout simplement d'un système d'information d'une entreprise, à mettre une priorité là-dessus. Donc en fait, on va créer au travers d'outils de type XDR une priorité dans la gestion des incidents en omettant ceux qui ont déjà été bloqués parce que forcément le niveau de priorité il est redescendu et potentiellement en automatisant une remédiation automatique, donc en fournissant des réactions pour endiguer l'alerte et pour dégager encore une fois du temps à ces analystes-là.
Alors, vous évoquez notamment le fait que l'intelligence artificielle pourrait permettre de faire évoluer les politiques de sécurité. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre comment et aussi quelles limites? Parce que on aimerait quand même comprendre jusqu'où est-ce qu'elles peuvent intervenir, et possiblement le fait qu'elles soient détournées à des fins malveillantes, et là pourrait modifier des politiques de sécurité qui seraient finalement pas à l'avantage du propriétaire de ces politiques. Alors exactement. Alors, ça fait 2 ans, je pense qu'on parle énormément d'intelligence artificielle. Je pense que c'est quelque chose qui est catalysé par l'apparition des moteurs d'IA générative, qui sont des choses assez nouvelles. L'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de nouveau du tout. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle utilisation, des centaines de nouvelles utilisations qui sont possibles grâce à ces modèles de langage avancés. Et on le retrouve dans certains outils. Donc il y en a un, tout le monde a entendu parler, qui est celui de Microsoft, qui est Copilot. Mais Checkpoint aussi, cette année, sort son moteur voyez ça comme un assistant qui va guider les gens qui exploitent nos solutions au quotidien. Alors ça va pouvoir les guider dans la recherche de logs, puisque on sait que les moteurs d'intelligence artificielle sont très performants dans l'analyse de volume de données. Donc aller chercher dans un log, on parlait de téraoctets de logs quotidiens dans la plupart des entreprises. Aller chercher celui qui va bien pour identifier une menace, c'est très compliqué à l'échelle humaine, mais grâce à l'intelligence artificielle, c'est très simple et c'est très rapide. Donc c'est typiquement ce type d'action qu'un assistant va faire. Et pour aller un peu plus loin aussi, va assister les personnes dans l'exploitation quotidienne des firewalls, potentiellement en suggérant des améliorations de la politique de sécurité, en confrontant une politique de sécurité avec certaines normes, certaines régulations à mettre en place de type RGPD ou autre, et en gérant la politique, en installant les règles de sécurité sur des environnements. Et là, quels sont les garde-fous que vous mettez à ce niveau-là? C'est-à-dire qu'il y a un moment, on revient à l'humain, ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est lui qui doit décider si on fait évoluer ou pas et quelle politique, et en même temps, un contrôle avant qu'elle ne soit appliquée pour possiblement éviter qu'il y ait une intrusion malveillante. Alors, il y a 2 aspects. Il y a le premier qui va être comment s'assurer que l'intelligence artificielle ne se trompe pas. Et on sait qu'aujourd'hui, elle se trompe. On peut poser à des moteurs d'IA génératifs différentes fois la même question, et vous allez être surpris d'avoir des réponses différentes. Même sur des choses très simples. On a fait un test récemment, si on demande le 10e numéro de la suite de Fibonacci à 2 grands moteurs d'IA générative, il y en a une des 2 qui va se tromper. Donc comment on s'assure qu'effectivement il n'y a pas une erreur qui va être produite? Et donc on a des mécanismes qui vont analyser les réponses de l'intelligence artificielle, et surtout qui vont prendre en considération la contextualisation de la question qui va être posée. Parce qu'il y a un deuxième risque qui vient être induit là-dedans, c'est la potentielle fuite de données et les potentiels détournements qu'on peut faire d'une intelligence artificielle. Et quid de l'IA dans l'analyse des scripts? Alors effectivement, chez Checkpoint, on a aussi des équipes qui font de la réponse à incidents, donc qui sont impliquées lorsqu'il y a des brèches de sécurité dans des entreprises. Et elles utilisent l'intelligence artificielle, encore une fois, pour 2 raisons. La première, ça va être l'analyse des volumes des logs. Et la deuxième, ça va être dans la compréhension des scripts. Alors, Julien parlait tout à l'heure de générer des scripts avec l'IA. Nous, on s'en sert plutôt à l'envers pour essayer de comprendre ce que fait un script pour avoir un verdict rapide. Mais aujourd'hui, ces équipes-là l'utilisent principalement pour accélérer, mais vérifient quand même les résultats. Il n'y a pas une confiance absolue dans ce type d'outils. Et donc on voit à nouveau ce que disait Ewen, effectivement, des outils en appui, en soutien, mais toujours un contrôle, une vérification. Et il paraît que la confiance n'exclut pas le contrôle, et visiblement ça s'applique. Docteur, un mot avec vous sur ce fameux projet européen, si vous voulez bien nous parler un petit peu de Starlight. On le rappelle, c'est effectivement un projet pluridisciplinaire, mais vous allez y revenir parce que ça, c'est aussi un des points clés majeurs de ce programme, qui a la nécessité, en tous les cas la volonté, d'accompagner les forces de sécurité au niveau européen pour leur fournir des outils qui leur permettent d'être plus efficaces dans la lutte contre la criminalité, cybercriminalité, mais aussi la lutte contre le terrorisme. Exactement, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, le projet Starlight est un projet collaboratif européen, donc financé par la Commission européenne à hauteur de 17 millions de dotations.
Comme on a des partenaires industriels qui aussi cofinancent en partie, en fait, on arrive à un budget global de près de 20 millions dédiés à cette tâche. C'est 4 ans de projet qui a déjà commencé il y a 2 ans et demi, donc on a encore 1 an et demi. 50 organisations différentes en Europe, dont 14 ministères de l'Intérieur différents. Beaucoup de PME, quelques gros industriels, et le reste, c'est des grandes organisations de recherche, on va dire. Les objectifs sont multiples. Le premier objectif, c'est vraiment de développer des solutions à base d'IA. Donc nous, on ne fait pas dans le prêt-à-porter, on fait dans le tailleur. On essaie de développer des outils exactement adaptés et en co-design avec les forces de sécurité. Un autre objectif, c'est de structurer une communauté qui n'a pas forcément l'habitude de travailler ensemble, donc des industriels, des chercheurs et des policiers, on va dire, qui n'ont pas toujours un background technique, et de faire en sorte que cette communauté sera pérenne même au-delà des 4 ans de vie du projet. On a essayé de créer ce qu'on appelle des Dream Teams nationales. Donc pour parler de la Dream Team française, par exemple, le CEA qui coordonne l'ensemble du ministère de l'Intérieur, police, gendarmerie, une PME qui est la PME 22, un autre organisme de recherche, le CNRS, et un industriel qui est Thales. On a exactement la même chose aux Pays-Bas, par exemple, avec TNO, la police, une PME, un centre de forensique. Et on a essayé de reproduire ça partout en Europe pour avoir ensuite une vraie Dream Team européenne. Pour nous, chercheurs, l'objectif aussi, c'est de comprendre quels sont les besoins des forces. Donc, alors, on est habitué au CEA à faire de la recherche opérationnelle, mais on ne comprend pas, je veux dire, quel est le quotidien d'un policier qui fait qui est dans sa voiture, qui fait de la surveillance, du contrôle de la sécurité publique, ou d'un officier de police expert en cybercriminalité. Donc, déjà comprendre quels sont leurs besoins. J'ai oublié de mentionner aussi qu'on a Europol comme partenaire. Et ce n'est pas le moindre. Et c'est très important dans ce type de projet. Aussi, pour nous, d'expliquer aux forces de sécurité ce que l'IA peut leur apporter. Parce qu'il y a ce qui est de l'ordre de la science-fiction, il y a de ce qui est de l'ordre de « on peut le faire maintenant », on peut le faire dans 6 mois, ou il faut qu'on s'y mette maintenant parce qu'il faut qu'on anticipe, il faut qu'on ait ça dans 3 ans. Donc, c'est aussi notre rôle. Et enfin, il y a un fort aspect cybersécurité qui est de comment on protège les infrastructures qui vont héberger ces IA et anticiper aussi les potentielles faiblesses de ces IA pour les empêcher d'être elles-mêmes attaquées. Donc on parle d'attaque adversariale, où on en arrive à des IA qui attaquent des IA. On n'y est pas encore tout à fait, mais c'est quelque chose qu'on doit déjà anticiper. On revient peut-être un instant sur cette approche qui est très pragmatique, très opérationnelle, répondre aux besoins. Donc on ne fait pas de la recherche expérimentale qui finalement s'adresse un peu à la science-fiction dont vous parliez, mais réellement ces besoins, quels sont-ils ? Alors, on a la chance d'avoir Europol qui permet de prioriser les besoins. Donc, ayant 14 polices représentant 14 États membres, ça permet d'avoir une bonne vision de quelles sont les priorités au niveau européen. Donc, ils les priorisent. Ils nous les fournissent, nous les chercheurs, on travaille dessus, donc on développe un cahier des charges et ensuite on voit qui dans le consortium peut répondre à un besoin. Donc on peut avoir, on a actuellement la police espagnole qui travaille avec un organisme de recherche grec et l'organisme de recherche TNO pour développer une solution souveraine européenne. Donc c'est Europol qui priorise ses besoins. On a aussi une méthodologie qui est basée sur des cycles courts de co-développement. C'est-à-dire qu'on ne va pas réinventer la roue, donc on a déjà des briques technologiques très innovantes, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les adapter à un besoin opérationnel. Il faut, quand on démarre un co-développement, dans 6 mois, on a une première preuve de concept et un premier outil qu'on peut tester, évaluer, potentiellement repartir sur 6 mois de co-développement pour une amélioration, ajouter des solutions. Mais ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir un cahier des charges au premier mois et 46 mois après, d'arriver en disant « bon, testez-le maintenant ». Donc là, il y a une grande agilité qui est aussi évidemment nécessaire dans ce monde qui va très vite et une cybersécurité et une cybercriminalité qui évolue aussi très vite. Donc il y a un vrai challenge de rapport au temps. Ça fait 2 ans et demi que le programme a été lancé. Quelles sont les réalisations dont on peut parler aujourd'hui ? Alors, on ne peut pas parler de tout en détail parce qu'il y a beaucoup de choses confidentielles. D'une part parce qu'on ne va pas dire là où on avait un gap et on avait un besoin, ni maintenant comment on va y répondre. Mais dans les grandes lignes, si on prend par exemple le contre-terrorisme, on va s'attaquer à la fois à une phase d'anticipation, potentiellement de réaction et d'enquête par la suite.
Pour tout ce qui est anticipation, on a développé des outils qui permettent par exemple, de parcourir le darknet et de faire du renseignement sur le darknet pour aussi identifier des potentielles menaces émergentes. On l'utilise aussi pour la criminalité organisée, pour identifier une nouvelle drogue mise sur le marché, etc. On le fait aussi pour pouvoir suivre des parcours de suspects qui sont surveillés et potentiellement identifier des phases pré-passage à l'acte, où on va apprendre les habitudes d'un suspect, et quand il change ses habitudes, on peut lancer une alerte. Dans l'enquête, il va y avoir aussi des outils qui permettent de suivre, d'identifier une personne sur des grands volumes de vidéos, pas forcément sur de la biométrie, mais reconnaître le logo, il portait le logo d'une marque de sport par exemple sur son sweatshirt, et être capable dans différentes conditions de visibilité, d'angle, de lumière, etc., de toujours reconnaître cette personne par rapport à ce logo, etc. Ou dans de l'anticipation, dans des grands volumes de données, d'identifier par exemple le drapeau d'un mouvement djihadiste qui apparaît dans des vidéos de propagande quelque part. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple plus lié à la criminalité, on a plusieurs cas d'usage, de grands cas d'usage, et l'un de ceux-ci, c'est la lutte contre la pédopornographie en ligne. On va avoir à la fois des outils qui peuvent permettre de soulager les enquêteurs qui n'aient pas à parcourir des grands volumes de données, donc automatiquement les annoter, identifier différents contextes humains pour prioriser. Évidemment, nous, on n'a jamais accès à ces données-là. Je veux dire, c'est des données très sensibles. Et d'un autre côté, pouvoir, sur certaines photos ou vidéos, essayer d'identifier dans quel contexte, quel est le lieu où ça a été fait pour pouvoir identifier une victime et, si on peut, aller la chercher. Effectivement, soulager aussi les forces, ce que vous évoquiez, puisqu'il y a un aspect psychologique qui était particulièrement lourd dans ces affaires qui sont portées par les enquêteurs qui se chargent de ces dossiers pour notamment la protection de nos enfants, et on sait que le sujet est actuellement au cœur de l'actualité, notamment en France. Ewen, peut-être un mot sur les changements que doivent anticiper les enquêteurs dans ce paysage numérique qui se bouleverse et qui va encore une fois très vite. Alors en effet, ça va très vite, et c'est aussi difficile d'anticiper tout ce à quoi on va devoir faire face. Je pense que là, on va devoir faire face à une énorme vague de contrôle sur l'authenticité des contenus auxquels on va devoir faire face. On voit de plus en plus de falsifications d'images, de voix et de vidéos. Je pense que ça va ouvrir toute une nouvelle vague de crimes auxquels on doit s'attendre. Je pense aussi que au même titre que les forces de l'ordre et pas que les forces de l'ordre, tout le monde peut voir l'intelligence artificielle comme un facilitateur ou un enabler, je ne sais pas comment traduire ça, mais qui va donner de nouvelles possibilités. Ce sera la même chose pour les criminels. Et on peut déjà le voir, je ne sais pas si dans l'audience vous l'avez déjà remarqué, mais les emails de phishing sont d'une bien meilleure qualité. Je ne pense pas que ce soit les criminels qui aient pris des cours de langue. Ils utilisent les outils pour générer le contenu. Et donc je pense que ça va venir augmenter le volume peut-être de crimes auxquels on doit faire face. Mais d'un autre côté, c'est aussi un changement qui va être positif, puisque par exemple, j'ai beaucoup apprécié le commentaire de Julien, ça nous facilite aussi le travail de réaliser, de produire du script. C'est une tâche on n'est pas forcément tous extrêmement bons développeurs. Et ça va aussi nous faciliter notre travail. On va pouvoir, à l'aide de l'intelligence artificielle, gagner du temps sur la production de ces scripts et peut-être aussi développer des nouveaux outils qui vont nous faciliter la tâche contre ces nouveaux crimes. Encore une fois, on a toujours ce dual use de la technologie. Et je pense que c'est ça le plus gros changement, c'est qu'on va devoir faire face à de nouveaux challenges, mais aussi on aura de nouvelles opportunités pour nous aider. Effectivement, ce que vous soulignez sur les arnaques dopées à l'IA, où on voit effectivement que ça les rend d'autant plus crédibles. On échangeait avec nos amis canadiens qui nous faisaient part d'une certaine vague qui inondait le Canada avec des deepfakes qui étaient vraiment d'une grande réalité, qui fait que les victimes tombent vraiment sous le coup pensant faire. Et d'ailleurs, les chiffres étaient assez éloquents depuis l'émergence de ChatGPT. Ça a augmenté donc la partie phishing dont vous parliez de plus de 1250 et quelques %. Donc on voit bien l'explosion massive, et on en est évidemment qu'au début. Donc là, la nécessité de muscler à la fois la formation, on va y revenir, mais aussi les technologies qui sont importantes. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose, pour Adrien ? appuyer ce que dit Ewen, effectivement, on a constaté une amélioration significative dans la qualité des attaques au travers du phishing. Ce qu'on voit aussi beaucoup et qui risque d'être très dangereux avec l'intelligence artificielle, c'est des attaques qui se transforment sur moins de volumétrie, mais
mieux ciblées et plus personnalisées. Et en fait, le taux de succès de ces attaques-là est bien meilleur que envoyer un email de phishing à des centaines de personnes. Il y en a peut-être 1 ou 2% qui vont cliquer. On voit par exemple beaucoup d'attaques qui impliquent du vishing, alors avec un V pour voix, et qui implique en fait une action humaine qui va appeler la victime, se faire passer pour un banquier, se faire passer pour peu importe l'arnaque, mais en tout cas qui va personnaliser son attaque, qui va discuter avec la victime et qui va aboutir à une fuite de données ou un paiement. Et les moteurs d'intelligence artificielle qui permettent d'imiter des voix vont permettre d'automatiser ça, et donc du coup on peut s'attendre à une explosion de ce type d'attaque-là. Cette automatisation qui peut rendre cela finalement à grande échelle, et donc là on voit l'ampleur du phénomène qu'il va falloir adresser, et je crois que ça fait partie des défis qui sont devant vous, messieurs, et que vous allez devoir relever en plus de ceux que vous avez déjà au quotidien. Vincent, un mot complémentaire ? Oui, je voulais juste rappeler, il y a quelques temps, pas si lointain, on avait des approches dans l'investigation numérique où on avait beaucoup d'approches par un produit. On prenait par exemple une machine qu'on avait capturée sur une enquête, et puis on extrayait toutes les données, on avait tout finalement qui sortait de cette seule machine. Au jour d'aujourd'hui, ces temps sont vraiment révolus, et on va être sur cette idée j'entendais tout à l'heure beaucoup de scripting, de petits morceaux d'informations qu'on va aller chercher de droite, de gauche, et aujourd'hui, la moindre investigation, ça part sur Internet, sur des réseaux chiffrés souvent, ça part aux États-Unis, parfois en Chine, et du coup la complexité explose tout de suite. On est vraiment sur ce... Julien, sur ces changements, parce que je pense que vous êtes en train de les anticiper en tous les cas en tant qu'enquêteur. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des enjeux d'échelle au niveau des enquêteurs. En fait, malheureusement, les enquêteurs, alors je parle plutôt des forces de police qui travaillent partout, enfin dans les commissariats, à tous les niveaux, en fait, venaient un peu de s'habituer à la vague cyber, entre guillemets, et ça a été un step, à mon avis, pas évident à franchir. Et en fait, au moment où on vient de s'habituer à tout ça, on va se prendre une vague IA, à mon avis, importante. Et en plus, il y a deux aspects à traiter. C'est-à-dire qu'il faut, maintenant, il va falloir s'emparer des outils, etc. Et en plus, il va falloir traiter une menace qui utilise les outils aussi. Donc il y a beaucoup de formations à prévoir. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que là c'est vraiment l'enjeu de la montée en compétences de tous ces acteurs, à la fois dans le mindset, dans l'approche, dans l'alerte et puis dans la maîtrise de ces outils. Qu'est-ce qui est pensé aujourd'hui ? Est-ce que vous voyez aujourd'hui arriver plus de formation pour justement permettre aux enquêteurs, leur donner les bonnes clés pour adresser cette mission ? Alors dans le cadre d'Europol, il n'y a pas encore de cadre de formation vraiment prévu, mais on a la chance par contre d'avoir accès à une quantité assez faramineuse de formations en ligne, gratuites ou non, mais avec cette communauté open source qui travaille sur l'intelligence artificielle, l'accessibilité à la formation est assez facile. Et c'est en fait à nous pour l'instant de prendre les devants et de nous former nous-mêmes, de manipuler les outils, de les tester, mais de regarder aussi un petit peu ce qui se passe dedans. Je pense que ça c'est une chose qui est assez importante. Je pense qu'il faut vraiment éviter d'utiliser l'intelligence artificielle comme une boîte noire, mais vraiment d'essayer de comprendre un petit peu quel est l'objectif d'un modèle ou d'un autre, de vraiment le comprendre pour l'exploiter au mieux en fait. Et ça, malheureusement, pour l'instant, c'est à nous de faire cet effort-là. Mais, encore une fois, l'accès à ces formations est très bien. Et par exemple, je pourrais que citer de regarder Hugging Face, qui donne accès à énormément de données, mais aussi de formations. Et voilà. Mais après, en fait, c'est aussi... Je pense aux forces de l'ordre d'essayer de faire retomber sur ces formations spécialisées cybersécurité ou dans les académies de police directement pour venir déjà intégrer un petit peu cette partie de machine learning. Je ne sais pas si c'est fait encore au niveau européen, mais je pense que ce serait vraiment intéressant que ça devienne la norme. Ça devienne la norme. Docteur, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, merci. Pour rebondir sur ce que tu dis, Ewen, je pense qu'il y a aussi un point qui est très important. C'est dans des preuves qui peuvent être... avoir été générées ou produites par des IA, il y a tout ce qu'on appelle la chain of custody. Donc on a passé quelques minutes tout à l'heure à essayer de traduire ça en français. Donc la préservation de l'intégrité, de l'inaliénabilité de la preuve numérique. Donc c'est plus long en français. Et un point qui est très important pour qu'on ne soit pas accusé d'avoir fabriqué une preuve et qu'on puisse expliquer tout le process pour que ces IA puissent être explicables, auditables, et aussi que les forces de sécurité soient critiques envers tout produit qu'on leur propose. Et je pense que c'est important que la recherche soit proche
de l'opérationnel, évidemment vice-versa. Donc nous, on milite pour avoir des labos communs, par exemple, et avoir toujours ce dialogue constant entre R&D et opérationnel. Il y a un vrai sujet derrière ça, notamment évidemment juridique et donc de poursuite, parce que finalement, dès lors que l'enquête permet de passer dans le volet judiciaire, elle peut être opposable si finalement il y a un doute, aussi infime soit-il. Est-ce qu'on a aujourd'hui le moyen de garantir que ces enquêtes qui seraient menées à l'aide de l'IA à un seul moment donné puissent être à la fois transparentes et opposables ? Alors, la première chose, c'est qu'il faut aussi qu'en face, le côté législatif soit formé sur le domaine pour être capable de le recevoir. Dans certains cas, tout simplement, j'ai déjà entendu parler dans une investigation où un juge avait à faire face à un ordinateur chiffré, et pour lui, à partir du moment où on avait fait le déchiffrement de l'ordinateur, on avait modifié le dispositif, donc ce n'était plus recevable. Et je pense qu'on va faire face à peu près à la même chose sur l'intelligence artificielle. On va avoir en tout cas un processus de devoir prouver les outils qu'on utilise, de prouver leur auditabilité et leur transparence, qui malheureusement présente un léger risque aussi, puisque c'est une technologie qui évolue très rapidement. Et si on doit faire 6 mois, voire 1 an de démarche pour pouvoir utiliser un outil, l'outil sera déjà obsolète. Et donc là, il va falloir vraiment essayer de trouver un compromis, le meilleur compromis, puisque je ne remets pas en question le principe d'auditabilité, il est fondamental. On doit prouver qu'on a fait les choses de la bonne manière, mais il va falloir trouver un moyen d'accélérer ce processus ou avoir des standards qui vont nous permettre d'accélérer pour utiliser la technologie au moment correct. Il y a également tout ce volet de l'AI Act qui se passe actuellement au niveau européen. On le voit, il y a un certain nombre de garde-fous, etc., et qui sont évidemment, je pense, nécessaires. Vous en êtes aussi convaincus. Il y a quand même des réglementations, en tous les cas des points qui sont très restrictifs pour ce que pourraient faire les forces, notamment de sécurité. Alors, à degré de responsabilité élevé, normes élevées, me disait Stéphanie Yonne-Courtin, qui porte notamment ce sujet au sein de la commission. Comment est-ce que vous adressez cette nouvelle dimension? Est-ce que ça va vous restreindre? Comment vous percevez ces premiers impacts de ce texte? Pour l'instant, à titre personnel, moi je ne suis pas impacté puisque je travaille essentiellement avec de la donnée publique pour tout ce qui est la formation et l'entraînement de mes modèles, donc je ne suis pas impacté directement. Encore une fois, ce qui va vraiment nous impacter, c'est toute cette procédure administrative qui va potentiellement être demandée aussi d'avoir des spécialistes juridiques qui vont devoir à la fois comprendre le côté juridique, mais aussi le côté opérationnel et le côté technique de l'IA. Et aujourd'hui, j'ai jamais rencontré une personne qui était capable de maîtriser tous ces sujets-là. Donc peut-être ce sera au niveau d'une équipe. Mais j'ai en tout cas espoir qu'on va réussir à embrasser, à intégrer cette AI Act, puisqu'encore une fois, l'AI Act, déjà c'est une première au monde. Et je pense qu'on peut être assez fier d'avoir réussi à éditer un texte comme celui-ci aujourd'hui. Je ne sais pas encore si on peut le considérer comme mature, mais c'est aussi à nous de maintenant l'intégrer et d'essayer de faciliter pour toutes les parties pour que ce soit le texte le plus robuste possible, sans non plus enfreindre et ralentir tout ce qui est investigation digitale. Et puis il y a la volonté aussi dans ce texte de trouver un équilibre entre sécurité et innovation, notamment, donc de ne pas freiner. Et puis c'est aussi un texte qui va devoir vivre aussi, évoluer avec ce contexte, qui va être évidemment obligé d'avoir une certaine agilité, même si on sait que parfois le juridique, les textes européens et l'agilité sont pas évidents à manier, je dirais, ensemble. Adrien, vous voulez rajouter un mot sur ce l'IA Act, il est principalement là pour interdire des cas d'usage très spécifiques qui impliquent l'IA. Et j'aimerais partager un exemple avec vous. Je ne sais pas si vous avez vu un épisode de Black Mirror qui consistait à avoir une vie où tout repose sur une note sociale, comme on note un peu un chauffeur Uber, mais tout ce qu'on fait dans la vie implique une note. Et c'est l'histoire d'une personne qui veut assister à un mariage et qui rencontre des difficultés pour y arriver et qui a sa note qui est rétrogradée et qui finit tout en bas de l'échelle sociale. Et ça, c'est justement le ranking social des personnes et quelque chose qui est adressé dans cet acte. Et au-delà de Black Mirror, c'est quand même quelque chose qui existe réellement sur la planète. Actuellement, en Chine, avec le crédit social qui vous attribue une note selon votre comportement, il faut mieux éviter de traverser en dehors des clous. Julien, un mot sur l'aspect juridique, c'est un point que vous aviez évoqué tout au début.
Oui, tout à fait. Alors en fait, à la Poste, donc dans le département investigation numérique légale, donc l'IA c'est tout naissant bien sûr, mais on traite aussi des recherches en source ouverte, on fait du forensique, et en fait c'est très souvent qu'on a à statuer sur la légalité, ou en tout cas, enfin c'est un domaine complexe. Et ce qui se passe, c'est qu'on est assisté par un juriste et on travaille main dans la main, c'est-à-dire que voilà, il est disponible. On peut l'appeler n'importe quand pour traiter d'un cas et en contrepartie, nous, on essaie de lui montrer aussi typiquement comment ça se passe les opérations. Et en fait, avec ce partenariat, entre guillemets, on arrive vraiment à progresser. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre quels sont les problèmes et à trouver des solutions. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Quand j'étais force de l'ordre avant, on ne travaillait pas du tout comme ça. Donc ça, c'est une approche que je trouve très intéressante. Ensuite, sur la réglementation, bien sûr, en Europe, a priori, on veut s'inscrire comme leader de l'éthique. C'est, à mon avis, une très bonne chose. Après, du point de vue business, comment ça va se passer? Les dérives qui pourraient arriver, c'est que on ait une perte de l'innovation. C'est un risque, et que certains acteurs délocalisent leur activité pour contourner les interdictions. Et bon, je pense par exemple la reconnaissance faciale, là on met un frein assez net. Pour autant, voilà, on a des acteurs qui se placent en dehors de l'Europe pour faire ça. Donc c'est aussi ces sujets-là qu'il va falloir adresser. Et puis, enfin voilà, c'est... Sur les enjeux de reconnaissance faciale, il y a des choses qui se passent en Espagne, par exemple, et qui aujourd'hui sont encadrées et fonctionnent, font leurs preuves. Donc on voit aussi que ça peut se passer au sein même de l'Europe, d'où la complexité d'adresser ces sujets, notamment à 27. Et puis cette notion d'éthique qui évidemment est importante, mais qui est aussi subjective, puisque selon le continent, selon la culture, nous n'avons pas forcément la même définition de l'éthique. Et ça, effectivement, c'est aussi un autre sujet. Mais là, on n'aura pas le temps d'aborder ce thème, mais je suis sûre qu'on pourra trouver une session l'année prochaine pour en parler tous ensemble. Cher Vincent, peut-être un mot. J'aimerais vous avoir votre avis sur deux sujets. Celui de l'AI Act, le juridique, comment est-ce que ça impacte vos travaux, vos avancées dans les solutions? Et puis peut-être aussi un mot après avec Adrien sur le sujet formation, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, et quelque part dans les solutions que vous mettez à disposition, est-ce que vous accompagnez les acteurs dans cette formation à mieux maîtriser, en tous les cas, utiliser la quintessence des possibilités que vous offrez à travers l'IA? Alors effectivement, en tout cas dans le cadre des activités chez Splunk, on a systématiquement ce qu'on appelle de l'onboarding, du training autour de l'outil. C'est suffisamment complexe pour qu'on prenne le temps d'expliquer à nos utilisateurs comment être pertinent avec ça va aussi souvent les nouvelles menaces, les nouveaux algos pour les contrer. Donc d'ailleurs, si vous avez vous tous ici des besoins, venez en discuter avec nous sur le stand. Après l'AI Act, pour le moment, on n'a pas encore mesuré complètement toute la profondeur, puisqu'on est encore c'est ça, c'est le début, on est en cours d'acquisition là-dessus. Mais ce qu'il faudrait éviter, je pense, c'est qu'on ait une législation trop stricte qui nous empêche en Europe de travailler. Un exemple qu'on n'a pas encore donné, mais par exemple dans le monde de l'investigation sur la téléphonie, c'est très connu qu'on peut faire des choses assez techniques et assez pointues, mais il faut sortir d'Europe très souvent, aller en Israël ou dans les pays comme ça, pour être capable de casser du chiffrement ou d'utiliser des failles, parce que la législation européenne, dans certains cas, ne nous permet pas de le faire ici. Et donc, on a parlé beaucoup des forces de police, il y a aussi les sociétés qui parfois sont amenées à sous-traiter ces travaux en dehors de France, puisqu'elles en ont la possibilité. Et donc, voilà, on se retrouve à donner du boulot à des pays en dehors de l'Hexagone. C'est un peu dommage, je pense. Mais donc c'est aussi l'une des limites quelque part de l'exercice. Adrien, vous vouliez peut-être ajouter un mot alors sur l'aspect juridique, vous l'avez évoqué, mais peut-être compléter sur l'aspect formation? Alors oui, tout à fait, sur l'aspect formation, l'intelligence artificielle étant un outil, je pense que quand une entreprise met en place un outil, elle doit former les employés à son usage et adapter potentiellement la charte informatique. Il y a deux choses qui sont importantes, c'est déjà comment travailler avec ces outils, donc notamment sur des IA génératives. Il faut comprendre que si on lui pose simplement une question, c'est un peu quand on pose une question à un enfant, on va avoir une réponse qui n'est pas forcément celle qu'on attend. Alors que si on lui donne un peu plus de contexte en expliquant je voudrais que tu te mettes dans la peau de telle
la pertinence de la réponse va être bien meilleure. Donc c'est important d'apprendre aux gens comment se servir de cet outil-là. Et personnellement, chez Checkpoint, en interne, on a eu une formation qui expliquait comment ça fonctionnait. Mais surtout, ce qui est important d'expliquer, c'est les risques qui sont associés à l'usage de ces intelligences artificielles, notamment par rapport à la fuite de données. Si vous travaillez et que vous faites rédiger, parce que l'intelligence artificielle est très très forte pour rédiger des textes, si vous lui faites rédiger un texte qui inclut des données qui sont un peu confidentiel dans une société, vous refaites la même recherche depuis une autre société, vous allez retrouver les données de la première. Donc c'est très important d'avoir cette connaissance du fait qu'il y a un risque de fuite de données important par rapport à l'usage de ces... Oui, qu'ils sachent clairement maîtriser l'outil et ne pas leur donner finalement... voilà, c'est un peu comme nos enfants qui ont un smartphone entre les mains sans forcément comprendre. Alors les avantages et les intérêts, ça ils comprennent très très vite. Ce qui peut se passer derrière un peu moins, et c'est là où on a un rôle évidemment sur l'enjeu éducatif qui aura aussi été un point clé pour les utilisateurs de demain, qui pourrait aussi faire baisser la cybercriminalité. Julien, un mot? Oui, c'était juste pour préciser, à la Poste, en fait, on est 250 000 et il y a 55 000 postiers qui ont été formés déjà sur un socle de base IA, donc durée de 4 heures. Et puis, on a aussi une formation, je dirais, intermédiaire à avancer pour les personnes volontaires. Et là, on est sur un cycle de plusieurs semaines avec divers modules, donc assez intéressant. Donc voilà, il y a aussi ça à développer en entreprise. Donc là, on n'est plus sur du généraliste, mais le but, c'est de former tout le monde. C'est que l'ensemble des collaborateurs y soient sensibilisés. Un mot peut-être, docteur, sur simplement le futur de Starlight. On a vu ce qui avançait. Il reste encore quelques mois sur ce projet. Quel est le futur? À quelle échéance? Alors, le projet sera terminé dans 1 an et demi environ. Donc, on espère que cette communauté va continuer à vivre via d'autres projets européens. Il y a aussi des initiatives européennes comme l'association de lutte contre la cybercriminalité, qui est une association pérenne financée aussi par la Commission européenne et avec laquelle on développe des partenariats pour poursuivre l'aventure Starlight via potentiellement une autre structure. Et puis on espère aussi qu'au niveau nationaux, ça va nous inciter à monter des laboratoires communs, académiques, privés et étatiques, pour continuer cet important travail. Parce que maintenant qu'on se connaît, qu'on s'apprécie, qu'on sait se parler et qu'on a confiance, il ne faut pas qu'on perde de ça et qu'on continue. L'idée, effectivement, est de pérenniser ces actions qui sont mises en œuvre dans des cadres européens, mais évidemment de leur trouver un champ plus large. Et si je peux aussi interpeller du coup aussi le public sur ce cadre européen, en fait, on sous-exploite ce cadre européen. Parce que la France y contribue, évidemment, par ses financements européens, mais il n'y a pas encore assez de partenaires européens, et en particulier de PME, qui s'engagent dans des consortiums. Et c'est un formidable outil pour dérisquer la recherche, parce que la Commission européenne vous donne un financement pour essayer d'innover, ne vous demande pas de remboursement, et on a plein de super histoires de success story d'une PME qui avait commencé avec une idée en travaillant sur des innovations qui venaient du public par exemple, et qui maintenant mettent en ligne, mettent sur le marché des produits qui sont achetés par la gendarmerie, etc. On a des splendides success stories comme ça, et comme ils nous disent, tout l'argent que j'ai utilisé de l'Europe pour faire ma R&D, je ne l'ai pas répercuté sur le prix. Donc, je suis compétitif. Merci beaucoup, docteur, pour ce point de précision, cet appel à l'action des entreprises. On a encore quelques instants à partager ensemble. J'aimerais vous donner la parole et vous permettre de poser vos questions à nos invités. Alors, je vais juste vous demander de lever la main. Voilà, on va éclairer un petit peu parce que moi, je vois des projecteurs, mais pas grand monde dans la salle. Alors, y a-t-il des questions? Je vous invite simplement à lever la main, qu'on puisse vous donner un micro. Alors, la première est toujours très difficile, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions. Alors, monsieur, je vous laisse mon micro. Merci. Bonjour, Frédéric L'Enfant. Je travaille pas mal dans les cyberfraudes. Et effectivement, vous avez évoqué la partie utilisation de l'IA dans le cadre des fraudes, les deepfakes, etc. Justement, est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment un focus à réaliser sur la partie détection? A priori, dans l'IA, il va y avoir quand même des patterns, des choses comme ça qui pourraient être utilisées pour les phases de détection. Est-ce que vous avez vraiment des projets
ou est-ce qu'il existe des projets pour essayer de faciliter cette phase de détection, parce que c'est effectivement quelque chose qui va évoluer à l'avenir, quoi. Alors au niveau européen, je sais qu'il y a un projet, je ne saurais pas vous dire le nom, mais ça a été un sujet, je crois, il y a 2 ans, d'intérêt pour la DG Home, donc la direction de la Commission européenne qui s'intéresse à la sécurité intérieure, pour développer un projet qui travaille justement sur la détection des deepfakes. En recherchant un peu, je pense que je pourrais vous donner le nom du projet et du coup les contacts et les partenaires de ce projet. Je voudrais juste compléter sur un point. Je pense que la détection de deepfakes, c'est en effet un sujet de recherche très intéressant. Mais je pense qu'on va aussi pouvoir travailler de plus en plus maintenant avec cette digitalisation de l'identité qui va devenir de plus en plus présente en Europe. Je pense qu'on va être aussi capable maintenant peut-être de venir authentifier les contenus. Et donc, en authentifiant de manière sécurisée les contenus, dans ce cas-là, les deepfakes, eux, ne pourront pas être authentifiés. Et donc, on pourrait aussi travailler sur cet esprit-là. Pas seulement sur de la détection, mais aussi sur de la protection officielle de contenu. C'est aussi un sujet qui, je pensais, assez intéressant à regarder. Et je crois que Sony travaille déjà sur des capteurs, de caméra qui permettent d'authentifier en direct au niveau de la caméra le contenu produit, qui permettrait de répondre aussi à cette question. Une des possibilités pourrait être aussi d'utiliser la blockchain avec des NFT sur des vidéos spécifiques. Oui, bonjour, Samuel Waddell, BPI France. Une question sur le projet de recherche européen que vous dirigez. Que deviennent les solutions développées dans le cadre de ce programme de recherche? Est-ce que la propriété intellectuelle et les solutions peuvent être ensuite revendues, partagées plus largement? Qu'est-ce que ça devient? Ça devient des produits ou... Merci monsieur, excellente question. C'est à peu près... Pour ce type de projet européen, on signe un grant agreement avec la Commission européenne qui dit que tout ce qu'on va développer et qui a été fait avec de l'argent public doit revenir gratuitement aux États membres. Donc, qui participe au projet? Donc, c'est-à-dire que tous les ministères de l'Intérieur qui sont impliqués dans ce projet doivent récupérer la solution de manière gratuite, mais les co-auteurs, parce qu'une solution peut être co-développée par plusieurs, ont la liberté évidemment d'en faire un produit commercial et de le commercialiser à des non-partenaires du projet. Maintenant, il y a quelques subtilités ici, où si un autre État membre qui ne fait pas partie du consortium est intéressé par utiliser la solution, il peut demander à pouvoir la récupérer gratuitement et c'est faisable. Ce qui n'est pas du tout un problème, mais donner un script ou un code qui n'est ni maintenu ni actualisé pose un problème. Et en fait, du coup, nous, on travaille sur des nouveaux types de business models aussi, qui sont mais on vous la donne, il n'y a pas de souci. Par contre, on va peut-être développer un contrat de maintenance et de collaboration pour continuer à faire vivre le projet avec vous, et on part plutôt sur ce type de business model. Mais la Commission européenne encourage réellement la création d'un marché européen de ces solutions qui soient souverains et qu'on ne passe pas par l'achat de solutions qui viennent d'autres États. Y a-t-il une autre question ? Bien, pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, messieurs, ça va être donc la fin de cette session. J'étais ravie de vous accompagner lors de cet échange. On l'a compris, hein, on est quelque part à un tournant dans ces investigations numériques que vous conduisez ou que vous accompagnez dans les solutions que vous mettez à disposition, soit des entreprises, soit des forces de sécurité, avec évidemment un volet européen qui est important et puis une coopération internationale qui est aussi au cœur du sujet, hein, que ce soit opérationnel, mais aussi avec des réglementations qui doivent venir encadrer, permettre toujours cette innovation, mais avec des garde-fous pour qu'on puisse garder notre destin en main, savoir ce que l'on veut faire de ces intelligences artificielles ou pas, et surtout qu'elles puissent être utiles en soutien aux enquêteurs et à l'humain que l'on replace in fine toujours au cœur des enjeux, avec évidemment cet objectif ultime qui est de véritablement lutter et faire baisser la cybercriminalité. Merci messieurs d'avoir été avec nous, c'est un plaisir de vous avoir présents ici et de vous accompagner. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous cet après-midi. Bien sûr, le InCyber Forum continue avec des conférences, les acteurs qui sont aussi présents sur les stands et qui répondront à toutes vos questions. Merci d'avoir été avec nous, très belle journée à toutes et à tous.